Toutes et à tous, merci de suivre l'actualité de ce mardi 6 janvier 2025, dont voici les titres. Santé, le programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA renforce la prise en charge sanitaire. 20 ambulances ont été remises aux zones frontalières et insulaires en attendant un important lot supplémentaire. La cérémonie a été co-présidée par Déthié Fall, ministre des Infrastructures, et Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Circulation à Dakar, les véhicules à bras et à traction animale sont désormais interdits aux abords du BRT. Une mesure du préfet de Dakar qui entre dans le cadre de la mise en œuvre qui permettra de fluidifier le trafic et renforcer la sécurité. Une mesure entrant en vigueur à partir de ce 8 janvier. Qu'en pensent les populations? Réponse dans un reportage de Ndelendiaï dans cette édition. Football, la Fédération sénégalaise de football fait face à un déficit de 3 milliards de francs CFA. Une annonce de son président Abdoulaye Fall en marge de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc à Tanger, avec en toile de fond la relance du stade Demba Diop. Et puis dans la rubrique rétro-justice de ce soir, retour sur une année 2025 sous haute tension, arrestations, rapports explosifs et réformes majeures ont marqué l'actualité judiciaire dans un contexte de volonté affichée d'indépendance et d'équité. Ce sera en fin d'édition. En attendant le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, merci de suivre GTV pour vous informer dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA. 20 ambulances ont été remises officiellement ce mardi aux zones insulaires et frontalières du pays. La cérémonie a été co-présidée par Déthié Fall, ministre des Infrastructures, et Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Un nouveau de 93 ambulances et de 3 bateaux ambulances sont attendus pour renforcer les capacités d'intervention dans ces territoires stratégiques. À ce propos, écoutons les précisions du ministre Déthié Fall, ou plutôt de Ndeye Awa Dieng, député de Koungheul. Aujourd'hui, nous vivons un moment fort et porteur d'espoir pour nos communautés. La cérémonie de remise de 20 ambulances marque une étape importante dans le renforcement de nos systèmes de santé et dans l'amélioration de l'accès aux soins pour nos populations. Je voudrais en ce lieu solennel adresser mes remerciements les plus sincères à Madame la coordinatrice de PUMA. Votre engagement et votre détermination ont permis la concrétisation de ces dotations qui ne sont pas seulement des véhicules, mais des véritables instruments de vie et de solidarité. Grâce à votre appui, nos localités disposeront désormais de moyens rapides et efficaces pour le transport des malades, pour les urgences, pour sauver des vies. Vous avez démontré par ce geste de l'équité territoriale et la justice sociale ne sont pas de simples slogans, mais des réalités que l'on peut bâtir ensemble. Je félicite également les ministères des infrastructures et de la santé pour leur accompagnement constant et leur vision partagée qui donne tout sens à cette cérémonie. Madame la coordinatrice, recevez mes remerciements les plus chaleureux, que ce don soit le symbole d'une coopération fructueuse et durable au service de nos populations. Lors de sa visite sur le site de Mbebes ce lundi, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a annoncé que les aménagements en cours seraient livrés dans un délai de 6 mois. Cette livraison s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation du site visant à transformer cette décharge en un espace géré de manière moderne et durable grâce au projet Promoged. Je vous propose d'écouter les propos d'Abdourahmane Diouf. Donc sur toute la partie où vous voyez de la latérite, sachez que nous sommes assis sur des déchets qui ont déjà été réhabilités. Et l'image que vous avez, c'est l'image d'une zone agréable à voir, même si les aménagements ne sont pas encore terminés.
et qui ne présente plus de problèmes écologiques ou environnementaux majeurs. L'autre partie que vous avez vue tout à l'heure, c'est l'ancien Mbobos que nous sommes en train de transformer. C'est une façon de vous dire que le gouvernement est dans une trajectoire pour faire en sorte que cette bombe écologique qui a toujours été Mbobos cesse de l'être au bénéfice des populations. Il faut savoir que le projet a démarré avec du retard. Ce retard est en train d'être résorbé avec la collaboration de toutes les parties prenantes et nous espérons que dans les délais du projet, qui se termine dans 6 mois, on finira au moins les 40 hectares qui sont concernés. Quand nous finirons le travail dans quelques mois, l'image que vous allez voir, c'est d'abord cette image latérisée, rougie, sur 40 hectares, complètement récupérée, totalement différent des images catastrophiques que vous avez vues, même si on transfère Mbobos. Tout cela aussi est fait à côté d'un autre projet qui est relatif à un centre de tri et de compostage qui fera qu'on continuera à valoriser nos déchets. Naturellement, il y a des inquiétudes. J'ai parlé tout à l'heure des parties prenantes. On a mis en place des dispositifs qui permettent de recueillir les plaintes et de les traiter de façon non judiciaire, ce qui est l'objectif principal. Donc les plaintes sont recueillies, traitées et dans la plupart du temps, on a des satisfactions. Je vous ai parlé du problème des collecteurs qui sont des Sénégalais qui travaillent ici, qui y vivent, qu'on doit délocaliser et leur donner des moyens. Donc s'il y a encore des plaintes et des récriminations marginales, sachez que le ministre envoyé par le gouvernement est venu ici pour les recueillir. 2026, les autorités saoudiennes ont mis en place un calendrier strict que les pays sont tenus de respecter. Au Sénégal, depuis juillet 2025, les inscriptions sont ouvertes. Toutefois, le rush habituellement constaté à cette période n'est pas encore au rendez-vous, a constaté en tout cas le regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et le Umrah au Sénégal. Ils invitent les personnes désirant participer au Hajj à venir s'inscrire dans les meilleurs délais. Écoutons à ce propos Cheikh Bamba Djoum, il est le premier vice-président du Renofus. La grosse difficulté réside sur le fait que toutes ces opérations doivent impérativement se dérouler dans un délai de moins d'1 mois. Car en réalité, l'ouverture est fixée au 6 janvier, alors que la fermeture est fixée au 7 février. Mais en réalité, ce n'est pas le 7 février. Et ça, c'est bien à préciser. Le pèlerin qui attend le 7 février pour venir s'inscrire, il ne sera pas inscrit dans le portail saoudien. Il faut être là au plus tard le 1er février pour qu'on puisse maintenant démarrer les formalités de saisie sur le portail sénégalais et sur le portail saoudien. On va bientôt démarrer, ce sera demain si vous voulez, alors qu'on ne connaît pas le prix. Alors que pour pouvoir, n'est-ce pas, enrôler tes pèlerins au niveau de Air Sénégal, chaque voyagiste est prié de payer une avance de 750 000. Ce que nous trouvons véritablement trop cher. Par pèlerin. 750 000, c'est en moyenne le prix qu'on paye pour aller à la Mecque. Et là, ce sera la moitié. Donc, on envisage donc que le prix risque d'être aux alentours de 1 500 000. Et là, c'est véritablement excessif. On passera donc du simple au double. Je vous l'annonçais en titre, le préfet de Dakar interdit la circulation de véhicules à bras et à traction animale dans les zones d'affluence du BRT. La mesure effective à partir de ce 8 janvier, donc demain, vise à fluidifier le trafic et à renforcer la sécurité. Une décision saluée par les Sénégalais rencontrés dans ce reportage de Ndella Ndiaye et de Boubacar Diagne. Le préfet de la ville de Dakar a publié hier un communiqué rappelant les décisions déjà prises le 26 juillet 2024 interdisant la circulation des pousse-pousse et des charrettes dans les zones d'influence du BRT. Selon les autorités, ces moyens de transport peuvent entraîner des perturbations et des problèmes d'insécurité dans la circulation. Une décision saluée par une partie de la population. C'est une très bonne chose parce que charrette
empêcher la circulation. Oui, c'est une très bonne chose d'interdire les gens de rôder autour du BRT, surtout les charretiers, parce que c'est une mesure de sécurité. Même si c'est des gens qui travaillent, mais il faut privilégier la sécurité autour du BRT. Mais il faut que l'État les accompagne aussi pour leur chercher d'autres tronçons ou d'autres chemins à emprunter pour faire leur travail. Mais pour plus de sécurité quand même, c'est une très bonne chose. Normalement, les plus entraver, on éviter quoi. Du même avis que d'autres usagers, ce conducteur ajoute que toutefois l'État doit également trouver des solutions urgentes concernant la circulation des gros porteurs et des camions dans la capitale. C'est une décision compréhensive quand même d'interdire les charretiers autour du BRT. Mais c'est le pays qui est difficile. Maintenant, les gens n'ont presque pas du travail, c'est pourquoi c'est un peu compliqué. Mais c'est une décision compréhensive. Mais le BRT, pour moi, ça ne nous arrange pas. Nous ne sommes pas encore prêts à avoir ce genre d'infrastructure. Sans problème. Ce charretier estime pour sa part que cette décision doit être revue car il ne pourra pas mener les activités à Dakar sans emprunter les voies du BRT. Nous les charretiers, cette mesure ne nous arrange pas. C'est très difficile d'aller dans certains quartiers et ne pas traverser le BRT. Et je pense qu'on ne peut pas le contourner puisque c'est une ligne discontinue. C'est très difficile de contourner le BRT. Donc si on nous interdit de traverser le BRT, ça sera quand même compliqué pour le travail. L'application de cette mesure doit entrer en vigueur ce jeudi 8 janvier 2026. À cet effet, tous les moyens de transport concernés qui ne respecteront pas l'arrêté s'exposeront à des sanctions sévères. Dans certains appartements UP de la ville, les jeunes organisent des soirées où alcool, drogue et autres stupéfiants circulent librement. C'est pendant ces fêtes qui peuvent parfois conduire à des overdoses mortelles. D'ailleurs, le 2 janvier dernier, un jeune a perdu la vie dans un appartement à Liberté 5 après avoir consommé de l'ecstasy. Cette pratique inquiète et choque profondément les Sénégalais, suivant leur réaction dans ce micro-trottoir signé Amsatou Gano et Vionjai. On condamne les soirées organisées dans les appartements par des jeunes, car c'est là où débute la débauche. C'est un moyen de les inciter à boire de l'alcool, à fumer de la drogue. Tout peut arriver dans les soirées que les jeunes ont l'habitude d'organiser dans les appartements. Chaque jour, on voit des vidéos fuitées sur les réseaux sociaux. Et l'unique cause reste les soirées privées. Alors que ces vidéos ne pourront pas être effacées. Elles pourront même refaire surface pour te rappeler ton passé. Les parents matérialistes qui ne cherchent pas la provenance de l'argent que détiennent leurs enfants pour louer des appartements seront les premiers à être déçus lorsqu'ils verront les vidéos sextape de leurs enfants. On doit éradiquer ce phénomène car les jeunes n'ont aucune limite. Ils vont jusqu'à Mbour ou même à Dakar pour organiser des soirées dans des appartements ou dans les villas. Cela doit cesser définitivement car cette jeunesse est l'avenir de demain. Donc on doit les soutenir. Voilà, c'est une chose dans un pays. Personne n'encourage ce phénomène. Dans un pays où 95% de la population est musulmane, nous avons des valeurs morales que nous devons faire perpétuer. Ça quoi là, pour prôner une bonne valeur, les parents ont une part de responsabilité dans cette nouvelle tendance. Ils doivent plutôt recadrer et inculquer de bonnes valeurs aux enfants en les initiant au travail ou en les encourageant à aller à l'école pour préparer leur avenir. Les temps ont beaucoup changé car les parents éduquent leurs enfants qui sont finalement pervertis par la rue. Les parents ont déjà accompli leur devoir, mais les enfants font ce qu'ils veulent. On doit faire en sorte que la punition soit beaucoup plus dure pour que les personnes qui auront l'idée de divulguer les sextapes des autres se rétractent.
Présent à Tanger dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a rencontré en marge de cette compétition les différentes délégations sénégalaises, notamment les supporters. Profitant de cette rencontre, il a levé le voile sur la situation financière de l'instance qu'il dirige, annonçant un déficit de 3 milliards de francs CFA. Il a par ailleurs évoqué la relance des travaux du stade Demba Diop, suivant les propos du président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Bon, ça je pense que c'est un déficit que nous avons hérité de la fédération et ça ne date pas de maintenant. Le déficit était de 2,4 milliards. Si vous consultez les états financiers en fin 2024 ou 2000, voilà. Mais c'est un déficit qui concerne en partie une dette que nous avons héritée de 900 et quelques millions et ensuite un défaut de couverture sur le stade Demba Diop de 2 milliards et quelques. Le projet est en cours, donc nous avons négocié avec la FIFA pour qu'il y ait un accompagnement aussi de sa part parce qu'on n'a pas quand même les moyens de financer ce déficit pour le moment. Mais on a voulu aussi profiter de cette occasion pour lancer la deuxième phase du projet du stade Demba Diop. Et c'est ce qui va nous permettre quand même de redimensionner le projet et aussi de trouver d'autres sources de financement. Voilà, et ça, je pense qu'au-delà du stade aussi Demba Diop, il est prévu de faire la même chose au niveau du stade Maniang Soumaré, qui est un actif de la fédération, et aussi du centre de Guéréo. L'actualité internationale en bref, au moins 8 soldats ont été tués ce dimanche dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, lorsqu'une bombe au bord de la route a explosé au passage de leur véhicule blindé, a indiqué ce lundi une source militaire de l'agence française de presse. Un rapport de situation préparé par l'Organisation des Nations Unies et consulté par l'AFP a porté le bilan de l'explosion à 9 morts, précisant que des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest avaient déclenché l'engin lorsque des soldats étaient arrêtés sur la route entre Gubbio et Damasak. Et puis à New York, ce lundi 5 janvier, Nicolas Maduro a plaidé non coupable lors de sa première comparution devant le juge fédéral américain. Cette audience strictement procédurale d'une quarantaine de minutes a permis à l'ancien président vénézuélien enlevé plutôt par les forces américaines dans la nuit du 2 au 3 janvier d'affirmer son innocence. Lui et son épouse Cilia Flores sont poursuivis pour 4 chefs d'accusation dont le narcoterrorisme, l'infraction la plus sévèrement punie dans l'arsenal juridique américain. À présent, la rubrique rétro de cette édition qui s'intéresse à la justice entre arrestation, publication de rapports et réforme 2025 restera une année marquante pour la justice sénégalaise. Avec 2 ministres de tutelle, le gouvernement a affiché une volonté de construire une justice équitable et véritablement indépendante. N'est-ce pas, Aïssatouba? En matière judiciaire, l'année 2025 a été l'une des plus mouvementées de l'histoire récente du Sénégal. Entre réformes, convocations, interdiction de sortie du territoire et arrestation, cette période marque le début de la mise en œuvre des promesses d'une justice plus équitable et plus transparente portée par le nouveau régime. Tout commence dès la fin de l'année 2024 avec les assises nationales de la justice, suivi de la création et de l'installation du pôle judiciaire financier. Pour le président Bassirou Diomaye Faye, il s'agissait de poser les bases d'une justice crédible, forte et indépendante. Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité et dire le droit sans céder à l'injustice.
pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise. Dès le début de 2025, sous le magistère de Ousmane Diagne, ministre de la Justice, la Cour des comptes publie son rapport définitif sur la situation des finances publiques couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024. Un document explosif qui épingle plusieurs directeurs généraux, maires et anciens ministres de l'ancien régime. nemmeeku nañ ay jalgati yu am solo li ñuy wax le faux en écriture l'escroquerie portant sur des deniers publics ak itam ñi nga xamee ni ñi ñoom ñëpp dañ leen ko téyal wala ñu jàppale leen ci jalgati yooyu. À cela s'ajoutent les rapports de la CENTIF. La machine judiciaire s'emballe. Les auditions se multiplient au pôle judiciaire financier et pour plusieurs mises en cause, elle se conclut par la détention provisoire. Parmi les affaires emblématiques, celle de Farba Ngom, député de l'opposition et maire des Agnam, placé sous mandat de dépôt pour blanchiment de capitaux, escroquerie sur les deniers publics et association de malfaiteurs. Après la levée de son immunité parlementaire. Autre dossier très suivi, celui de Mansour Faye, ancien ministre du développement communautaire, poursuivi pour de présumées infractions financières liées au fonds Force Covid-19 pour un montant de 2,7 milliards de francs CFA. En septembre 2025, il sera finalement blanchi. Pour d'autres responsables de l'ancien régime, l'année est marquée par des auditions à répétition, des déplacements sous bracelet électronique ou des classements sans suite, pendant que de nouveaux dossiers émergent. Ces arrestations provoquent de vives réactions. La société civile appelle au respect des droits humains, tandis que l'opposition dénonce des règlements de compte politiques. Le débat sur la crédibilité de la justice est relancé le 1er juillet 2025, lorsque la Cour des comptes rejette le recours en rabat d'arrêt du Premier ministre Ousmane Sonko. Dossier viol, dossier tentative de coup d'État, créé dossier diffamation, dossier falsification de documents administratifs. Lépp ñu créé ko fi. Dans ce climat tendu, l'Assemblée nationale adopte le 2 avril 2025 une loi d'amnistie interprétative, contrairement à l'abrogation totale promise. Sur 165, nous avons 146 participations, 126 pour, 20 contre, abstention 0. L'Assemblée a adopté. Je voudrais donc féliciter notre collègue Amadou Ba. Mais le 23 avril, le Conseil constitutionnel juge la proposition du député Amadou Ba inconstitutionnelle. Puis, le 27 octobre, la résolution visant à mettre en accusation l'ancien président Macky Sall devant la Haute Cour de justice est rejetée pour vice de forme. Quelques mois plus tard, une nouvelle polémique éclate autour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 56 autorisant la convocation de magistrats en exercice par des commissions d'enquête parlementaires est fermement rejeté par l'Union des magistrats du Sénégal. On ne l'acceptera pas. Il n'est pas question qu'un pouvoir législatif s'arroge le droit, parce qu'il fait les lois, eh bien, de décider d'entendre un magistrat pour lui dire quoi? Où est la séparation des pouvoirs? Où est la sécurité? Où est l'indépendance? Quand un magistrat sait qu'il va être entendu par des députés. En 2025, la justice investit aussi l'espace médiatique. La division spéciale de la cybersécurité multiplie les poursuites pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation, offense au chef de l'État et au Premier ministre. Chroniqueurs et journalistes sont placés en garde à vue et sous mandat de dépôt avant de retrouver progressivement les plateaux.
Avec l'arrivée de Yacine Fall au ministère de la Justice, de nouveaux dossiers émergent, notamment l'affaire impliquant le chanteur Wally Seck, cité dans une affaire sur la vente d'une voiture à Amadou Sall, fils de l'ancien président. En fin d'année, l'affaire Madiambal Diagne cristallise l'attention. Interdit de sortir du territoire, le patron de presse est signalé en France, entraînant un bras de fer judiciaire et diplomatique. Le 25 novembre 2025, la Cour d'appel de Versailles suspend la demande d'extradition du Sénégal dans l'attente du délibéré prévu le 3 février 2026. Nous avons décidé de suspendre à toute extradition à la France jusqu'à ce que la France réponde à ce que nous avons demandé. De Ousmane Diagne à Yacine Fall, 2025 restera comme une année charnière pour la justice sénégalaise. Déjà, 2026 s'annonce décisive. Entre verdict attendu, nouvelles révélations et réformes annoncées avec un budget de 81,35 milliards de francs CFA alloués au ministère de la Justice. Merci à Aïssatou Bah pour cette page rétro. À présent, avant de nous quitter, revenons sur la Coupe d'Afrique des Nations pour parler de la dernière journée des huitièmes de finale qui se joue ce mardi. Le tableau des quarts de finale presque complet puisque le Nigeria a été rejoint par l'Algérie cet après-midi après avoir battu donc la RDC 1-0. Un but qui est arrivé à la fin du temps réglementaire, donc des prolongations, disons, à quelques secondes des séances de tir au but, l'équipe donc algérienne qui a surpris la RDC avec Adil Boulbina, un but donc qui les fait arriver en quart de finale. Ces quarts de finale qui se joueront d'ailleurs le samedi et opposeront l'Algérie au Nigeria et l'Égypte qui fera face à l'équipe qui sortira du match présentement en cours et qui oppose la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Signalons que présentement la Côte d'Ivoire mène par 2-0 l'équipe du Burkina Faso. Mais avant, le Sénégal fera face le vendredi au Mali et puis le Cameroun à 19h fera face au Maroc. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.